1568. Le prince Guillaume d'Orange-Nassau prend les armes pour libérer les Pays-Bas du règne de terreur auquel ils sont soumis par leur gouverneur espagnol. Cette offensive entraîne la région dans une guerre d'indépendance qui durera 80 ans. Ce conflit voit naître les Provinces-Unies, une nouvelle république née d'une révolte auquel personne ne croit, qui devient en quelques décennies seulement l'un des plus riches États d'Europe. Il écrase bientôt l'Espagne, domine les mers et les océans, établit un grand empire colonial et s'impose à la table des grandes puissances européennes. Ainsi, dans ce premier épisode d'une série de 2, nous nous intéresserons à la naissance des Provinces-Unies en faisant le récit de la guerre de 80 ans. Les Pays-Bas espagnols obtiennent leur frontière définitive avec le règne de Charles Quint. Il y réunit 17 provinces différentes par ses conquêtes. Chacune de ces provinces a sa propre histoire et ses propres particularités. La plupart d'entre elles ont cependant déjà été réunies sous le règne des princes de Bourgogne, jusqu'à la mort de Charles le Téméraire. Charles Quint centralise aussi ses provinces et leur offre un gouvernement commun à la tête duquel il nomme un gouverneur, qui dispose de plusieurs conseils pour régner. Tout ça se fait dans le respect des très nombreuses institutions locales de chacune des 17 provinces. Ce qui n'empêche pas certaines d'entre elles de se révolter contre cette politique, c'est le cas de Gand par exemple. Si Charles Quint souhaite contrôler les Pays-Bas, c'est parce qu'ils sont particulièrement intéressants pour les Habsbourg, ne serait-ce que pour renforcer l'encerclement de la France. Mais surtout, cette région est infiniment riche. Elle est l'une des plus densément peuplées et urbanisées d'Europe. À titre d'exemple, c'est au moins la moitié de la population hollandaise qui vit en ville en 1550. Ces villes attirent parce qu'elles regroupent de riches industries, notamment la draperie, les produits de luxe et la métallurgie qui se développent au XVIe siècle. La mer offre aussi des revenus non négligeables aux habitants, que ce soit par la pêche ou la piraterie, mais celle-ci est aussi repoussée et drainée afin de gagner de nouvelles terres cultivables pour l'agriculture moderne et florissante de la région. Mais surtout, les Pays-Bas sont au centre du commerce européen. Ils accueillent les marchands venus de tout le continent grâce à leurs ports qui donnent sur l'Atlantique et la mer du Nord et leurs foires qui donnent sur le Rhin. La Hollande, le Brabant et les Flandres s'imposent tout particulièrement sur le plan commercial. C'est aussi dans cette région qu'apparaissent les premières bourses d'échange de marchandises et de monnaie, respectueusement à Bruges en 1453 et à Anvers en 1531. Les banques se développent aussi pour soutenir le commerce. Les Médicis y installent par exemple une filiale, si bien qu'Anvers devient la première place financière d'Europe au XVIe siècle. Ainsi, les Pays-Bas peuvent rapporter à eux seuls plus d'un tiers des revenus annuels de Charles Quint. On comprend donc bien l'intérêt que les Habsbourg trouvent dans cette région, ce qui explique aussi les efforts qu'ils développeront par la suite pour ne pas la perdre. Il y a 3 facteurs principaux qui expliquent les dissensions entre les provinces des Pays-Bas et les Habsbourg. La première et la plus évidente, c'est la pression fiscale que le prince fait peser sur celle-ci. Puisque la région est très riche, on cherche à en extirper des revenus pour soutenir l'effort de guerre espagnol en France et en Méditerranée, notamment avec les guerres d'Italie. Ces revenus sont récupérés par des impôts exceptionnels, puisqu'il n'y a pas d'impôts réguliers aux Pays-Bas à cette époque. Chaque levée de ceux-ci provoque des contestations. La deuxième raison, c'est justement les guerres menées par les Habsbourg. Celles-ci se déroulent souvent contre la France et des combats éclatent au sud des Pays-Bas, ce qui freine le commerce, tandis que les tensions avec l'Angleterre freinent les importations de laine qui sont nécessaires aux industries textiles de la région. Il faut aussi ajouter que les Habsbourg financent leurs trop nombreuses guerres par des emprunts. Un bon nombre d'entre eux sont contractés envers les banques et les marchands des Pays-Bas. Quand Philippe II fait banqueroute en 1557, ils en pâtissent énormément. La dernière raison, enfin, c'est la réforme. Effectivement, le luthéranisme et le calvinisme se sont diffusés aux Pays-Bas au cours des dernières décennies. Les souverains espagnols y ont répondu avec force, en les interdisant et en encourageant l'Inquisition. Philippe II refuse tout compromis religieux, ce qui provoque la contestation des nobles locaux. Plusieurs centaines d'entre eux, catholiques comme protestants,
font savoir leur mécontentement à la gouvernante espagnole dès 1566. Celle-ci accepte dans un premier temps de suspendre l'Inquisition, avant que cette décision ne provoque des prêches massifs dans les rues de la part des calvinistes, ainsi qu'un grand mouvement iconoclaste qui s'attaque aux biens de l'Église catholique dans de nombreuses provinces. Philippe II est choqué de ce déchaînement de violence. Il fait immédiatement rétablir l'Inquisition, interdit à nouveau les prêches publics protestants et la gouvernante démissionne en faveur du duc d'Albe, un noble espagnol envoyé aux Pays-Bas par le roi pour rétablir l'ordre. Il est accompagné d'une armée de 10 000 hommes. Celui-ci met en place un tribunal spécial, surnommé le Conseil du sang par ses opposants, qui est chargé de punir les responsables de l'iconoclasme. Le duc tente également de mettre en place plusieurs impôts réguliers pour lever des fonds sans avoir à obtenir l'accord des nobles locaux, mesure qui déplaît évidemment énormément à ceux-ci. Tout ça pousse plusieurs nobles des Pays-Bas à financer la levée d'une armée de mercenaires pour renverser ce nouveau gouverneur beaucoup trop encombrant, sans pour autant remettre en question la souveraineté de Philippe II. C'est alors le prince Guillaume d'Orange-Nassau qui prend la tête de celle-ci. Il est à ce moment l'un des nobles locaux les plus puissants et populaires. Il s'est souvent opposé au gouverneur espagnol et a toujours condamné la répression religieuse. Celui-ci engage donc une campagne militaire aux Pays-Bas entre 1567 et 1568. Mais son armée est petite et rencontre très peu de succès. Il est finalement écrasé à la bataille de Gemmingen en juillet. L'offensive, menée sur les mers par des corsaires protestants mandatés par le prince d'Orange, obtient elle plus de succès en coulant les navires espagnols et en pillant villages et monastères. Après cette défaite, le prince fuit les Pays-Bas et apporte son soutien aux Huguenots pendant la Troisième Guerre de religion. Il n'hésite pas non plus à mener une guerre de l'information, usant à outrance de la propagande pour légitimer une prise d'armes contre le duc d'Albe. Guillaume d'Orange devient ainsi l'espoir de ceux qui sont opposés au gouverneur espagnol. La révolte, qui semblait pourtant avoir été réprimée par les armes, reprend de plus belle lorsque les corsaires protestants s'emparent du port de La Brielle en 1572, avant de remporter victoire navale sur victoire navale contre les flottes espagnoles. Ces victoires provoquent le soulèvement de nombreuses villes de Hollande, de Zélande, de Gueldre et d'Auvergisel, provoquant le retour de Guillaume d'Orange dans la région. Les États généraux de Hollande nomment alors ce dernier protecteur de l'ensemble des Pays-Bas, en échange de quoi il promet de ne pas gouverner sans leur accord. Bon nombre de grandes villes restent toutefois fidèles au duc d'Albe. C'est le cas d'Anvers, d'Amsterdam ou de Bruxelles par exemple. Ce dernier mène d'ailleurs une campagne de reconquête particulièrement efficace, tandis que les massacres se multiplient pour pousser les révoltés à se rendre. Mais son armée échoue finalement devant les murs de la ville d'Alkmaar, ce qui provoque la démission du duc en octobre 1573. C'est une victoire, mais la position des révoltés reste très précaire, et ceux-ci se rendent bien compte de leur incapacité à remporter des batailles rangées contre les troupes espagnoles. Seules les difficultés de ravitaillement font reculer ces derniers. Dès juillet 1575, les provinces de Hollande et de Zélande renouvellent leur alliance. Elles forment l'Union de Dordrecht, nom tiré de l'abbaye où leurs états généraux s'étaient rencontrés pour la première fois. De l'autre côté, le duc d'Albe laisse la place à Louis de Requesens, un autre aristocrate espagnol. Celui-ci tente de mener une politique de conciliation. Il supprime le Conseil du sang qui punissait jusqu'ici les protestants et propose une amnistie partielle pour les révoltés. En parallèle, les Espagnols poursuivent leur reconquête des Pays-Bas en s'emparant des villes de Mook et d'Oudvater. Sa politique n'aboutit toutefois pas. Il meurt en mars 1576 devant les murs de Zierikzee. Sa disparition baisse la pression sur les révoltés, d'autant plus que les troupes espagnoles se rebellent à la suite du non-paiement de leurs soldes causé par une nouvelle banqueroute de Philippe II. Ces mutins saccagent Anvers, qui est alors la ville la plus riche de la région. Ce sac choque profondément ses contemporains et achève de discréditer les Espagnols. Les États généraux des Pays-Bas se réunissent alors par eux-mêmes pour tenter de trouver une solution au conflit.
Il discute pour cela avec les représentants de l'Union de Dordrecht. Ensemble, ils dissolvent définitivement le Conseil du Sang, déclarent une amnistie complète pour tous les révoltés, ordonnent le départ des troupes espagnoles, suppriment l'Inquisition et mettent en place la liberté de conscience aux Pays-Bas. Ces mesures, qu'on appelle la pacification de Gand, sont acceptées par les deux parties et réunissent les provinces. Cependant, le nouveau gouverneur désigné par Philippe II arrive en janvier 1577. C'est Don Juan d'Autriche. Il accepte d'abord les clauses de la pacification de Gand, tout en demandant que le catholicisme soit rétabli en Hollande et en Zélande. Demande inacceptable pour l'Union de Dordrecht, ce qui pousse le gouverneur à faire rentrer à nouveau les troupes espagnoles aux Pays-Bas. Les États généraux des 17 provinces refusent alors de reconnaître Don Juan comme gouverneur et réaffirment la liberté de conscience, à laquelle le prince d'Orange parvient à ajouter la liberté de culte. Mais Don Juan ne cède pas. Il avance avec ses troupes jusqu'aux portes de Bruxelles, tandis que les calvinistes étendent leur influence en s'emparant de plusieurs villes, dont Amsterdam. La guerre est finalement repartie de plus belle. L'expansion agressive menée par le camp calviniste et l'appel à des étrangers, dont les huguenots français et les calvinistes du Palatinat, lui attirent toutefois l'hostilité des catholiques modérés qui préfèrent se ranger derrière les Espagnols. Alexandre Farnèse, nouvellement nommé gouverneur après la mort de Don Juan en 1578, exploite intelligemment ces dissensions au sein de la noblesse des Pays-Bas. Il forme le 6 janvier 1579 l'Union d'Arras, qui regroupe de nombreuses villes catholiques du Sud. Ses troupes contrôlent également le Luxembourg, Namur et la moitié de la Haute-Gueldre. En réponse, les États généraux font une nouvelle fois sécession en proclamant l'Union d'Utrecht le 23 janvier. Elle regroupe les provinces de Gueldre, de Hollande, d'Utrecht, de Zélande, d'Overgissel et de Groningue, auxquelles viennent s'ajouter la Frise, Drenthe et plusieurs villes d'importance quelque temps plus tard. Dans les provinces de l'Union d'Utrecht, c'est le calvinisme qui s'impose comme seule religion au fil du temps. La liberté de culte est d'ailleurs supprimée dès sa formation, tandis que les États généraux déchoient Philippe II de sa souveraineté. Quoi qu'il en soit, les Pays-Bas se retrouvent finalement divisés entre deux camps irréconciliables. Seule la guerre peut désormais les départager. Alexandre Farnèse s'engage dans une reconquête féroce des territoires occupés par l'Union d'Utrecht. Celle-ci est d'abord fastidieuse, et seuls le Groningue, Drenthe, Courtrai et Tournai tombent entre 1580 et 1581, tandis que la révolte s'étend. Toutefois, c'est cette année que les nobles wallons se rangent du côté espagnol et acceptent d'accueillir les armées de Farnèse. En 6 ans, c'est des dizaines de villes qui tombent les unes après les autres devant les armées du gouverneur. Plus de la moitié des Pays-Bas sont reconquis, tandis que les révoltés sont incapables de se défendre efficacement. De plus, Guillaume d'Orange-Nassau est assassiné par des royalistes le 10 juillet 1584. Le héros de la révolte laisse sa place à son deuxième fils, Maurice de Nassau. Cette débandade provoque l'entrée dans le conflit de l'Angleterre d'Élisabeth Ier en 1585. Celle-ci soutenait déjà les huguenots français depuis plusieurs années, rien d'étrange donc à ce qu'elle se range du côté des protestants aux Pays-Bas. Cette implication étrangère dans le conflit ralentit fortement l'avancée espagnole. Mais la catastrophe arrive vraiment en 1588 quand Philippe II envoie son invincible armada à la conquête de la Grande-Bretagne. Farnèse reçoit alors l'ordre d'arrêter sa conquête pour marcher sur Londres. Terrible erreur, puisque la flotte espagnole est balayée par les Anglais et les intempéries. Philippe II décide aussi de favoriser le conflit en France contre Henri IV plutôt que celui aux Pays-Bas. Alexandre Farnèse prend alors la route de Paris pour combattre aux côtés de la Sainte Ligue. Les ressources de l'Espagne vont se vider dans cette guerre qui ne lui rapportera rien. Ce contexte est très favorable pour l'Union d'Utrecht. Maurice de Nassau se révèle être un général efficace et il parvient à reconquérir siège après siège une bonne partie des territoires perdus. Cet élan prend fin en 1604 lorsque l'Angleterre fait la paix avec les Espagnols. Celle-ci prive l'Union d'un soutien financier et militaire important.
Les royalistes récupèrent même certaines villes du nord-est. Mais la guerre est épuisante pour les deux parties. L'Espagne n'en peut plus des conflits sans fin et l'Union, qui a connu un grand essor économique, cherche à stabiliser sa situation. Des pourparlers de paix débutent en 1607 et aboutissent 2 ans plus tard à la mise en place d'une trêve qui durera 12 ans. Avec cette guerre, les provinces de l'Union se sont rapprochées plus que jamais. En se débarrassant de leur roi et en utilisant les états généraux pour gouverner, l'Union se transforme en une véritable république souveraine. C'est la naissance des Provinces-Unies. Dès que l'Union d'Utrecht se révolte contre l'Espagne, les futures Provinces-Unies connaissent un développement économique fulgurant. Entre 1580 et 1630, c'est plus de 500 riches marchands qui émigrent du sud des Pays-Bas vers le nord, et plus particulièrement vers Amsterdam. La ville devient le centre économique et commercial de toute la région. Elle surpasse de loin toutes les autres villes des Pays-Bas. Pendant longtemps, le commerce d'Amsterdam ne s'était tourné que vers la mer Baltique et la mer du Nord. Elle était devenue la première place marchande de ces zones. Mais à cette époque, la véritable richesse vient d'Asie et d'Amérique. Dans ce cas, c'est le Portugal et l'Espagne qui contrôlent presque toutes les routes commerciales. Le regroupement de marchands à Amsterdam permet toutefois d'y créer la Compagnie à Charte des Indes orientales en 1602. C'est la première compagnie à action de l'histoire. Un grand nombre de riches investisseurs participent à sa création. Il lève alors plus de 6 millions de florins. Une somme gigantesque pour l'époque qui représente plus de la moitié du budget annuel des Provinces-Unies. Elle permet à la compagnie d'engager une conquête du commerce asiatique. Pour cela, elle reçoit le monopole du commerce avec l'Asie, peut fonder des comptoirs, établir des colonies, traiter avec les souverains locaux et entretenir une armée. À peine 5 ans plus tard, en 1607, la compagnie signe un accord avec le sultan de Ternate, s'appropriant ainsi le contrôle du commerce d'une partie des Moluques et de leurs épices. En 1619, Batavia, actuelle Jakarta, devient la principale plaque tournante du commerce entre les Indes et l'Europe. Et c'est un comptoir néerlandais. Cette implantation n'est toutefois pas simple. La compagnie frôle la faillite quelques années après sa création. Pour s'implanter, elle est forcée d'emprunter massivement pour investir dans l'armement de ses navires et de ses comptoirs. Les conflits avec les Portugais sont fréquents et coûtent cher. Le succès de la Compagnie des Indes orientales encourage les Provinces-Unies à créer une Compagnie des Indes occidentales, pour organiser le commerce et la colonisation en Amérique et en Afrique de l'Ouest, ce qui permet en plus de grignoter le monopole espagnol sur le Nouveau Monde. C'est donc à cette époque que l'empire colonial néerlandais débute son ascension par l'intermédiaire de ces compagnies. Celui-ci a plus de succès en Asie qu'ailleurs, mais il ressemble à ça en 1648. Ce développement exceptionnel du commerce s'accompagne également d'un développement des bourses, pour l'échange de marchandises, des banques pour octroyer des crédits, échanger des monnaies et stocker ses bénéfices, et des assurances pour protéger les marchands des risques de la navigation vers l'autre bout du monde. Les Provinces-Unies deviennent un acteur majeur de tous ces secteurs. D'autres secteurs annexes explosent aussi à cette époque. L'exportation du hareng et de la baleine font la richesse des pêcheurs néerlandais. La rentabilité de l'agriculture atteint également des sommets à cette époque, tandis que la manufacture débute une renaissance dans de nombreux secteurs. Ce développement économique s'accompagne de bouleversements politiques et religieux. Tous les problèmes débutent par un désaccord théologique entre deux professeurs calvinistes de l'université de Leyde, Arminius et Gomarus. Le premier affirme que l'humain est doté d'un libre arbitre et qu'il peut se rapprocher du salut par ses actes. Le second rétorque lui que les actions n'ont aucun impact sur le salut puisque celui-ci ne dépend que de Dieu. Le débat peut sembler anecdotique aujourd'hui, mais à l'époque il fracture réellement la société néerlandaise qui se partage entre deux camps. L'affaire prend une tournure politique lorsque les partisans d'Arminius demandent aux États de Hollande d'autoriser les pasteurs locaux à trancher. L'Église devrait donc accepter que chaque pasteur choisisse de suivre l'un ou l'autre courant. Les partisans de Gomarus répondent en demandant aux États de refuser pour qu'un synode national soit convoqué et qu'il tranche la voie que les pasteurs devront suivre. L'ordre public est menacé par ce conflit théologique. Les pasteurs s'affrontent et sont suivis par les populations.
Certains d'entre eux obtiennent même le soutien de milices locales pour imposer leur choix. Ces milices sont levées directement par les provinces qui soutiennent la vision d'Arminius, c'est-à-dire la Hollande et Utrecht. Les Provinces unies sont à deux doigts de tomber dans la guerre civile. Maurice de Nassau, fils de Guillaume d'Orange-Nassau, tranche lui pour la mise en place d'un synode national pour régler le conflit. Avec le soutien des provinces gomaristes, il entre de force avec son armée à Utrecht, puis dans les villes hollandaises, où il fait remplacer les dirigeants locaux. Cette prise d'armes permet finalement de lever un synode en 1618. Celui-ci tranche évidemment en faveur des gomaristes et décharge les pasteurs qui soutiennent Arminius de leur charge, tandis que plusieurs dirigeants politiques hollandais sont condamnés à mort. Cette crise politique a également comme conséquence de propulser Maurice de Nassau à la tête des Provinces-Unies. C'est désormais lui qui contrôle les États généraux. Il est favorable à la reprise de la guerre contre l'Espagne, position d'autant plus importante que la trêve de 12 ans va prendre fin en 1621. C'est également la prise de pouvoir de Maurice de Nassau qui explique la mise en place de la Compagnie des Indes occidentales. C'est une véritable attaque envers l'Espagne et son monopole en Amérique. La guerre de 30 ans éclate en 1618. L'Europe plonge alors dans un état de guerre quasi permanent qui est propice au retour du conflit entre les Provinces-Unies et l'Espagne. Mais la situation n'est plus la même qu'avant la trêve. Les Néerlandais ont profité de celle-ci pour s'enrichir et se préparer au combat, alors que les Espagnols ont continué de souffrir économiquement durant celle-ci. La guerre avec l'Espagne reprend sur terre comme sur mer. Sur mer d'abord, celle-ci se mène surtout via les corsaires. Les Néerlandais les utilisent à outrance en Amérique, alors que les Espagnols utilisent le port de Dunkerque pour cibler les activités de leurs adversaires. Chaque année, les Néerlandais perdent plus d'une centaine de navires de pêche, de commerce ou de guerre contre les corsaires espagnols. Ces pertes coûtent très cher à la République. Sur terre, la reprise des combats est fastidieuse. C'est les Espagnols qui se démarquent avec l'aide de la Ligue catholique en s'emparant de plusieurs villes, dont Breda en 1625. C'est également cette année que Maurice de Nassau meurt. Il est remplacé par son frère, Frédéric-Henri d'Orange. Celui-ci se démarque dès le début en remportant les sièges d'Oldenzaal et de Groenlo en 1626 et 1627. Mais surtout, en 1628, le vice-amiral Piet Hein capture une partie de la flotte d'argent espagnole dans les Caraïbes. C'est un butin de presque 12 millions de florins qui est ramené aux Provinces-Unies. Celui-ci permet de financer l'effort de guerre. Entre 1629 et 1635, les Néerlandais s'emparent de nombreuses villes entre le Rhin et la Meuse, dont Maastricht, Venlo et Rheinberg. Cette avancée permet de conclure un traité avec la France. On prévoit des offensives coordonnées et un partage des Pays-Bas espagnols. Cette alliance offre peu de résultats, mais les Néerlandais parviennent à reprendre Breda en 1637 avant de devoir reculer devant Anvers, bien défendu par les Espagnols. Les Provinces-Unies peinent à faire de véritables avancées après ça. De toute façon, les Hollandais s'opposent de plus en plus à cette guerre qui dérange le commerce. Une conférence de paix s'ouvre dès 1643 en Westphalie. L'Espagne et les Provinces-Unies se mettent d'abord d'accord sur la mise en place d'une trêve, notamment parce qu'il est impossible de conclure une paix séparée à cause de l'alliance avec la France. Mais les Hollandais souhaitent plus qu'une trêve, et les autres provinces les rejoignent vite, si bien que les négociations reprennent de plus belle. De toute façon, les Néerlandais veulent bien avoir les Français comme alliés, mais pas les voir s'étendre dans les Pays-Bas espagnols. Ils préfèrent avoir une Espagne faible à leurs frontières qu'une France en plein essor. Aucune raison donc de continuer à les soutenir dans leur conflit. Les négociations aboutissent au traité de Münster le 15 mai 1648. Avec celui-ci, l'Espagne reconnaît la souveraineté et l'indépendance des Provinces-Unies. Celle-ci quitte par la même occasion le Saint-Empire. Les conquêtes faites par la République lui sont reconnues. L'Escaut reste fermé pour asphyxier le commerce d'Anvers au profit d'Amsterdam, et les marchands de la République gagnent l'accès au marché espagnol. Cette paix ouvre la voie à la période la plus prospère des Provinces-Unies. Mais nous verrons ça dans la prochaine vidéo.
Finalement, l'histoire de la naissance des Provinces-Unies, c'est avant tout celle d'une guerre civile, une région riche qui cherche à s'extirper d'une domination étrangère. Ce conflit et son dénouement sont liés à de nombreux facteurs d'un côté comme de l'autre. La religion d'abord. Le calvinisme s'impose peu à peu dans les provinces du Nord, ce qui rend la réconciliation avec les souverains espagnols catholiques impossible. Économique également. Alors que l'Espagne s'enfonce dans la crise économique et multiplie les banqueroutes, les Provinces-Unies connaissent elles une croissance exceptionnelle. Celle-ci est encouragée par la guerre civile. Beaucoup de riches marchands du sud des Pays-Bas migrant vers les territoires révoltés, tandis que le commerce et toutes les activités qui y sont liées explosent. Phénomène qui s'accroît avec la création des compagnies des Indes. Ainsi, entre 1548 et 1648, le PIB hollandais augmente de 300%, tandis que le PIB par habitant des Pays-Bas est le plus haut d'Europe, et de loin. La République connaît aussi ses premiers conflits politiques. Un équilibre se met en place entre les États généraux et les princes d'Orange-Nassau, mais celui-ci est souvent disputé et Maurice de Nassau s'empare de la réalité du pouvoir en 1618, avant que les États ne le récupèrent par la suite. Enfin, on comprend bien pourquoi le XVIIe siècle est surnommé le siècle d'or néerlandais. En 1648, les Provinces-Unies sont la première puissance marchande et navale du continent. Mais elle va devoir se battre pour sauvegarder cette position dans la seconde partie du siècle. Nous verrons tout ça dans un second épisode. Encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo, et aux membres qui soutiennent la chaîne économiquement parlant avec un petit don chaque mois, et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode d'histoire.